Indestar, là où tout commence. On a avec nous aujourd'hui Benjamin Briot de la chaîne YouTube Nota Bene Tourangelle, si je me trompe pas. Oui, mes chers camarades, bien le bonjour. Voilà, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas du tout ? Oui, je m'appelle Benjamin Briot et ça fait maintenant plus de 5 ans que j'ai lancé une émission sur YouTube, une émission d'histoire qui s'appelle Nota Bene, dont le but est de rendre l'histoire accessible au plus grand nombre. Et une première question, ce serait d'où te vient cette passion pour l'histoire ? Alors c'est pas une passion que j'ai depuis ma tendre enfance, même au collège ou au lycée, je me faisais un petit peu chier en cours d'histoire. Je me suis intéressé à l'histoire vers la fin de mon lycée un petit peu. Je suis allé faire un petit tour en fac d'histoire d'ailleurs parce que j'avais envie d'en apprendre un petit peu plus. Et puis ça m'a intéressé pendant 6 mois, j'ai rencontré un réalisateur, je suis rentré dans le milieu de l'audiovisuel, donc j'ai laissé un peu cette histoire-là de côté. Et finalement en 2014... quand j'ai vu que sur YouTube il se passait pas mal de trucs et que j'ai cherché une émission d'histoire parce que j'avais envie de replonger un petit peu là-dedans, que j'en ai pas trouvé, je me suis dit d'une pierre deux coups, créons une émission où je vais pouvoir moi me replonger dans cette histoire-là et partager avec les gens ce que je suis en train d'apprendre et de découvrir. Donc finalement c'est une passion qui est assez tardive, on va dire, c'est vers vraiment 17-18 ans que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire et c'est depuis le lancement de l'émission, avec l'émission, que j'ai grandi là-dedans et que j'ai développé cette passion de l'histoire, quoi. Donc tu as fait de l'audiovisuel, si j'ai bien compris, un petit peu ? Oui, j'ai fait 6 ans de boîte de prod. Ouais. Donc tu es producteur et il me semble que tu fais des films produits par Nota Bene pour des côtés historiques, etc. Enfin, c'est pas spécialement des films très longs. Je crois que c'est des vidéos de 8 à 15 minutes, quelque chose comme ça. Alors on parle de quoi là ? De la chaîne ou d'un truc en dehors de la chaîne ? De quelque chose en dehors de toute ta chaîne du coup. Quand tu parlais de production en l'occurrence. J'ai pas produit en dehors de la chaîne. C'est-à-dire qu'en dehors de la chaîne, j'ai fait certains projets, mais qui ont été faits avec des partenaires. Par exemple Arte, où pour le coup j'ai une série qui a été lancée début 2018, qui s'appelle History's Creed, où j'ai eu une carte blanche de la part d'Arte qui m'a dit on aime bien ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimerais faire avec nous ? Moi je leur ai dit écoutez, si c'est carte blanche, moi je suis un gros gamer, si vous me permettez de faire un truc sur histoire et jeux vidéo, allons-y. Ils m'ont dit ok, donc on est parti, quoi. Et question pour revenir un peu sur ta chaîne, est-ce que tu imaginais au tout début quand tu allais parler d'histoire que ça allait avoir un tel succès sur YouTube ? Non, pas du tout. Au départ, de toute façon quand on se lance sur YouTube et qu'on fait des vidéos, il faut être clair, on a quand même envie que ça soit vu, donc on rêve un peu d'avoir un public qui soit là pour regarder ces vidéos, mais je m'attendais pas du tout à un tel engouement autour de l'histoire, parce que pour moi ça allait vraiment être une chaîne de niche en fait, dans laquelle j'allais pouvoir me faire plaisir, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de public 5 ans après. Et comment tu as choisi, quand tu choisis une vidéo, tu dis ok je vais faire telle partie de l'histoire, mais comment tu choisis la prochaine une fois que tu en as fini une ? Est-ce que tu as déjà un fil conducteur sur toute l'année, tu t'es dit tiens je vais faire ça, tu t'organises bien en fait? Aujourd'hui je suis très très organisé, c'est-à-dire que j'ai un petit fichier Excel avec tous les épisodes de prévus, et là j'ai entre 5 et 7 épisodes de prévus par mois et je sais déjà ce qui va sortir début 2021. D'accord. Donc je suis vraiment très très organisé, je commence à travailler déjà actuellement sur des trucs qui sortent en décembre ou l'année prochaine. Après le choix des sujets c'est hyper aléatoire, ça peut être des envies personnelles, des trucs que je lis, des discussions avec des potes, et vu que sur Nota Bene je travaille beaucoup avec des historiens aussi, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs qui coécrivent avec moi sur les vidéos, je peux pas tout assumer tout seul. Et j'ai des historiens que je rencontre et tout simplement je leur dis vous avez un domaine de spécialité, qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'aborder sur cette chaîne ? Et donc j'ai la chance d'avoir des historiens très cool qui me proposent parfois 4, 5, 6 sujets. Et c'est très dur pour moi d'en refuser parce que souvent ils sont tous très intéressants. Oui, forcément. Et pour les recherches, comment ça se passe ? Est-ce que c'est par rapport aux connaissances que tu as déjà forcément de la fac, je présume ? Et pas tant. Pas tant ? Non, pas tant que ça ? Non, vraiment pas tant que ça. J'ai fait 6 mois de fac d'histoire, donc j'ai pas fait grand chose. Voilà, j'ai juste eu le temps de me nourrir un petit peu et de déclencher une passion naissante quand même à l'époque. Mais au niveau des recherches, alors comme je le disais, aujourd'hui il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent, donc il y a des historiens qui sont déjà vraiment spécialistes dans leur domaine, donc je m'appuie vraiment sur leur expertise. Maintenant il y a toujours des épisodes que je fais moi-même de A à Z, et donc là il y a une démarche à avoir sur faut être curieux, aller picorer dans des bouquins, aller voir des publications scientifiques. J'ai toujours dit que j'étais un fervent défenseur de Wikipédia et je crois que c'est très bien et il faut le promouvoir auprès du public aussi. Moi je sais que quand je connais absolument rien d'un sujet, je vais déjà faire un petit tour sur Wikipédia histoire d'avoir un aperçu un petit peu de ce qui m'attend avant d'aller dans des publications. Et puis ça m'arrive aussi de faire appel
à des historiens externes avec lesquels je peux organiser des entretiens sur Discord notamment. Donc là, je sais que j'ai un sujet pour septembre. J'ai eu la chance déjà de faire plusieurs entretiens avec une archéologue de l'INRAP, avec un chercheur du CNRS, avec un philosophe spécialisé dans la thématique qui m'intéresse. Et donc ça me permet de me nourrir un petit peu, de nourrir le script, en plus des recherches que je vais pouvoir faire. Et est-ce que ta chaîne est aujourd'hui encore ton activité principale ou c'est un supplément de tout ce que tu peux déjà faire en dehors avec tes post-prod, tes partenariats autres, etc. En fait, j'ai pas le temps de faire autre chose à côté de Nota Bene. C'est-à-dire que depuis le début, c'est mon activité principale. À partir du moment où j'ai posé la première vidéo sur Nota Bene, c'était mon activité principale. À l'époque, j'étais au chômage. Okay. Et en gros, je m'étais dit, pendant un an, je fais que ça. Et puis, si je vois qu'il y a un début de succès, je continue. Si je vois que ça marche pas, je me serais fait plaisir pendant un an, j'arrête et puis je vais taffer ailleurs. Oui. Et donc dès le début, même si c'était pas la grande richesse, on va pas se le cacher, ça a été mon activité principale. Et aujourd'hui, ça l'est d'autant plus puisque on se retrouve avec une chaîne où on est 4 dessus à travailler à temps plein, plus des auteurs, entre 15 et 20 auteurs qui viennent m'accompagner tout au long de l'année. Ok. Et est-ce que tu as une autre grande passion qu'on pourrait appeler le cinéma? Parce que tu as fait quand même quelques références au cinéma, des vidéos en rapport. Notamment des vidéos avec Dead Wheel, c'était Brain Dead ou même Nota Bene en 10 films par exemple. Ouais, carrément. Je suis un grand fan de cinéma. Moi, quand j'étais gamin, donc j'avais un père qui était passionné de cinéma. Alors pas forcément le cinéma le plus intellectuel, c'est-à-dire que c'était vraiment sa passion, c'était le cinéma hollywoodien d'action, d'aventure des années 80-90. Et du coup, on avait à l'époque les magazines, c'était Télémagazine ou pas Télé 7 jours, je sais plus, où il y avait des jaquettes à l'intérieur des magazines. Et donc tous les films qui passaient le soir, on les enregistrait sur magnétoscope, on se faisait notre petite jaquette, on achetait les boîtiers. Et si bien moi quand j'étais ado, on avait une vidéothèque à la maison où on avait 700 cassettes. Où on avait notre catalogue, où on rajoutait chaque nouvelle entrée avec mon père. On était aussi abonné à un magazine d'achat par correspondance de vidéos. Et donc tous les mois, on recevait notre colis avec les 3-4 dernières nouveautés. Ah, trop sympa. Voilà, et donc j'ai bouffé énormément de films quand j'étais ado, quoi. Tu peux pas que des films parce que justement ce soir au Japan Tour Festival, on va te retrouver pour ta conférence sur Game of Thrones, où tu vas revenir sur ce que tu as déjà pu dire, notamment sur ta chaîne, et peut-être présenter aussi de nouvelles perspectives entre temps, si tu as eu un peu d'évolution ou pas du tout. Il y a déjà pas mal de choses à dire, c'est-à-dire que là j'ai préparé mes anti-sèches, j'ai 40 pages d'anti-sèches dans ma poche, donc je pense que ça dépasse largement l'heure. On a quand même pas mal de choses à aborder, des personnages, des événements, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un projet qui t'a marqué bien plus qu'un autre dans ce que tu as pu faire au total Tous les reportages sont un peu source d'émerveillement, on va dire, parce qu'on voit des belles choses, des choses qui parfois ne sont pas accessibles au public, on rencontre des gens qui sont passionnants. Maintenant, il est clair qu'une expérience assez incroyable, c'est celle qui a aussi permis à la chaîne de décoller, on va dire, sur l'activité un peu plus partenariat institutionnel. C'est le musée du Louvre, parce que en 2015, je me suis retrouvé à bosser pour le musée du Louvre, à faire plusieurs vidéos pour eux. Et donc j'ai eu la chance d'aller au musée du Louvre des jours de fermeture, où j'avais le Louvre pour moi tout seul. Donc je suis pas spécialement fan de Mona Lisa, mais c'est vrai que quand tu vois le symbole que ça représente, que tu te retrouves dans cette pièce, que tu es tout seul avec la Joconde et que tu peux profiter, et que tu kiffes, tu vois, tu te poses 10-15 minutes, tu te dis je kiffe un petit peu le moment avant de reprendre le boulot, c'est cool. Et ça, c'était une expérience incroyable. Je me souviens, la première journée, c'était en hiver, la nuit tombait relativement tôt. Et à 17h30, on me dit il faut commencer à évacuer les lieux parce que là c'est la fin, tu peux plus tourner. Je dis ok. Et il me dit on a déjà fermé les portes principales, il va falloir que vous traversiez le département des antiquités égyptiennes. Et là le gars me prévient, il me dit mais du coup on a déjà coupé le courant. Donc il fait tout noir. Et donc je me suis retrouvé avec mon cadreur à traverser les antiquités égyptiennes à la lampe torche de notre téléphone portable. Tu vois, donc ça faisait vraiment film hollywoodien, quoi. C'était génial. Donc on a kiffé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es invité par exemple dans des lycées, voire des collèges, même des universités, pour faire des conférences auprès des gens qui pourraient essayer de voir l'histoire avec un grand H d'une façon différente grâce à toi, ou c'est pas du tout ce monde t'as un peu t'évites parce qu'ils ne te considèrent pas historien, même si toi-même tu te dis pas vraiment historien, tu te dis fan et passionné d'histoire? Non, mais il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est-à-dire qu'eux ont bien compris, je me revendique pas historien. Ils l'ont bien compris.
avec le milieu universitaire, le courant passe plutôt bien parce que je montre patte blanche. Et du coup, ce que je fais souvent, c'est qu'il y a des colloques universitaires qui peuvent se monter ou des événements où je peux intervenir en montrant justement comment moi j'arrive à collaborer avec les historiens, avec les institutions pour essayer de promouvoir cette discipline de l'histoire, de la rendre un peu plus accessible au grand public. Après, au niveau des collégiens et des lycéens, c'est un peu plus compliqué. En fait, j'ai un planning qui est quand même chargé, donc je reçois beaucoup de demandes et malheureusement, je peux pas me déplacer à chaque fois partout en France lorsque je reçois ce genre de demandes. En revanche, ça m'est arrivé d'intervenir plusieurs fois à l'université. J'interviens de manière récurrente, une fois par an à l'université d'Angers, par exemple, en L3, ou ça m'est arrivé d'intervenir plusieurs fois en master à l'université de Créteil, mais pas en tant qu'historien. C'est-à-dire que j'interviens vraiment en tant que personne qui vulgarise cette histoire, en tout cas qui joue le rôle de médiateur auprès du public. Oui. Donc le but, c'est d'avoir un échange avec ces étudiants-là sur comment communiquer autour de l'histoire. Alors avant de faire cette interview, on va te poser 3 questions. Attention, tu peux... Enfin, Mathilde sourit, mais on a l'habitude maintenant au fil des interviews. C'est 3 questions débiles, vraiment très débiles. J'aime bien les questions débiles. Mais ça, tu sais, ça divise un petit peu la France en deux. Tu vas toujours avoir ceux qui vont d'un côté et de l'autre. Et tiens, la première question, tu vas tout de suite voir, c'est pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat, évidemment. Mais pourquoi? Attends, je veux les explications et les auditeurs aussi, ils en ont besoin. Parce que moi, j'ai pas vécu dans le sud-ouest et que voilà, c'est pain au chocolat, puis après c'est tout. Ok, merci. Deuxième question, faut-il manger en premier ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas dans son assiette? Waouh, alors ça c'est une grande question. En plus ça revient assez souvent au repas le soir. C'est vrai que j'ai copié un peu ma femme là-dessus. J'ai tendance maintenant à manger ce que je préfère en dernier pour avoir le bon goût dans la bouche. Après l'effort, le réconfort. Plusieurs personnes nous ont dit ça aussi. C'est bien, on reste dans les bonnes choses. Et puis alors la dernière, franchement c'est le summum, je dirais. Faut-il dérouler le papier toilette par au-dessus ou par en dessous? Par au-dessus. Moi, ça me rend ouf. Dès que je tombe dans un endroit où je vois qu'il est pas dans le bon sens que moi j'aime, je le change. Ah ouais. Voilà. Okay. C'est vraiment un acte de rébellion. Et comment tu fais par exemple quand t'es dans des toilettes publiques et que la personne... c'est mort. C'est mort. La toilette publique... Tu changes de toilette ou t'es frustré tout simplement? Non, je suis frustré. Il faut accepter la frustration. C'est bien la frustration. Ça fait partie de la vie intégrante et de son expérience. Ok, est-ce que tu as un dernier mot à dire pour tous ceux qui nous écoutent? Écoutez, n'hésitez pas à aller fouiller sur YouTube. Il y a quand même pas mal de programmes de sciences au-delà de l'histoire. Il y a vraiment plein de choses qui sont accessibles, qui sont vraiment cool. Et si vous vous intéressez à l'histoire, évidemment, il y a ma chaîne, mais il y en a aussi plein d'autres. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de chaînes d'histoire qui sont sur YouTube. On a tous notre approche différente, avec des formats différents, des personnalités différentes. C'est super riche. Il y a plein de trucs à découvrir, donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller farfouiller pour se faire plaisir. Voilà. Ok, merci Benjamin d'être venu. Merci à vous deux. Et puis bonne continuation à toi. Merci. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.